ouvre plein les oreilles. La suite avec Gérald Cousineau. Salut Gérald. Salut Clotilde. Tu nous arrives aujourd'hui, cher Gérald, avec... Oui, voilà, c'est ça, moi, là, 2026. Hop là, on passe au-dessus une fois pour toutes parce que ça va faire. Alors, Je voulais vivre de Adélaïde. Oh, je te laisse dire le nom parce que je pense que tu l'aimes beaucoup. Oui, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Avec un nom comme ça, on est forcément une écrivaine ou une artiste. C'est vrai. Quel programme. Et alors là, on apprend... je ne voudrais pas te casser le punch, mais en tout cas, non, oui, là, je vais te le casser. Alors, il est question de Milady, la fameuse Milady. Oui. Vas-y, raconte, alors, parce Milady, que moi j'ose pas en dire plus, parce que j'aurais peur de... Oui. J'ai envie de dire d'abord, qu'allais-je faire dans cette galère? Ah oui, hein? Nous sommes au XVIIe siècle, du siècle de Molière. D'abord, cette dame, donc Adélaïde, son dernier roman, Je voulais vivre, je résume, je prends les premiers mots du titre qui est très long, Je voulais vivre. Donc, prix Renaudot 2025. Et Milady, bien sûr, on l'a dit et redit, c'est une sorte de réécriture des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ouais. Mais cette fois-ci, l'accent est mis sur le personnage de Milady de Winter, qui était un personnage un peu effacé dans les Trois Mousquetaires, parce que bien sûr, Alexandre Dumas voulait donner toute la place aux mousquetaires eux-mêmes. Alors qu'elle, Adélaïde, décide que c'est le personnage de Milady qui va être mis de l'avant. Alors, mais tout de suite, avant d'aller plus loin, là, je me ferai pas prendre par Clotilde, je me ferai pas réprimander. On pourrait écouter l'extrait. On pourrait écouter l'extrait parce que le roman commence un peu par la fin. Alors, allons-y. Alors, merci. Mais apparaît un homme dont le visage est dissimulé sous la capuche de son long manteau rouge. Puis les domestiques qui rejoignent leur maître. Elle les compte. 4 serviteurs. Eux aussi bloquant les ouvertures. Eux aussi menaçants, résolus. Elle les compte de nouveau. Ils sont 10 et elle est seule. 10 soldats rompus à l'art de la guerre. Contre leur flanc, le fourreau des épées dont ils vont la transpercer. Elle lit sur leurs lèvres, dans leurs yeux, l'excitation des chasseurs. Elle scrute la pièce, cherchant un couteau, un tison, n'importe quel objet qui puisse l'aider à se défendre. Mais ils se groupent autour d'elle en un cercle infranchissable. Dans son dos, le mur. Partout, leurs épaules, leurs masses, leurs doigts qui l'attraperont, leurs bras qui la mettront à terre pour la soumettre, l'humilier, l'offenser, la salir. Olivier fait un pas vers elle, se détachant des autres. Elle se replie, voûtée, mais maintient sur lui son regard translucide, prête à encaisser les coups. Il déclare, avec l'air d'un juge qui ouvre un procès, « Nous demandons Charlotte Backson. » Alors, qu'est-ce qu'on lui veut à cette Charlotte? On lui en veut beaucoup, parce que la scène initiale du roman est très dure. On la juge, on la condamne. Cette Charlotte Backson, c'est le nom original, si j'ai bien compris, de cette Milady, qui perd sa mère alors qu'elle a autour de 6 ans. Là, sa mère est violée et tuée. Donc, vers 6 ans, nous sommes à peu près, je crois, en 1609, il y a une petite fille, Charlotte, qui va cogner à la porte d'un presbytère. En fait, elle se retrouve dans le presbytère du père, je crois que c'est Lemandre, si je me souviens bien, Lemandre. Mais elle dit se prénommer Anne. Elle ne dit pas Charlotte, mais Anne. Donc, ce bon curé va la soigner parce qu'elle est affamée, elle est en sang, elle est toute sale. Donc, il va la soigner, il va la nourrir, il va rester un bout de temps chez le curé. Et là, comme dit le résumé, 20 ans plus tard, là, nous sommes dans un autre univers. C'est une dame riche, célèbre, qui se fait écouter par le cardinal de Richelieu, dont les grands l'écoutent, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça que le roman raconte, mais il le raconte en multipliant les témoignages et, j'ai envie de dire, les époques. Parce que nous passons constamment du début du XVIIe siècle
à 1673. Pourquoi 1673? Parce que à ce moment-là, nous retrouvons D'Artagnan, ça vous rappelle quelque chose, un des mousquetaires, donc nous le retrouvons au siège de Maestricht, en Hollande. Ils sont devant la forteresse de Maastricht, lui et ses compagnons, et ils vont mettre un temps fou à vaincre la forteresse, à vaincre leurs ennemis. Donc, et c'est à ce moment-là que D'Artagnan raconte l'histoire de Milady à son aide de camp, Philippe. Donc, on va constamment se promener entre le début du XVIIe siècle et 1673. On revient constamment à D'Artagnan qui raconte l'histoire qui, elle, s'est déroulée dans les années 1610, 1620, etc. Donc, ça, il faut le dire parce que, d'ailleurs, j'en ai souvent parlé à ce micro, pour les gens qui vont lire, il faut porter une attention extrême parce qu'on se promène constamment. Mais constamment, et le mot est faible. On se promène donc du début à 1673. Mais si on joue le jeu, c'est très, 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 très agréable comme roman. C'est un roman d'aventure. C'est un roman, oui, on peut le dire, de cap et d'épée parce que on se bat, comme dans Les Trois Mousquetaires, qui étaient 4, si je me rappelle bien. Oui. Vous vous rappelez, Clotilde? Absolument. D'Artagnan, il y avait D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, en fait. Hein. Il y avait Athos, Porthos. Aramis, Athos, Porthos. Voilà on les retrouve, mais c'est surtout Athos et D'Artagnan qui ont une présence dans le livre. Oui. Donc, cette dame, Anne, va devenir une noble, va frayer avec la noblesse, d'abord en Angleterre, parce qu'à un moment donné, elle va se retrouver en Angleterre, elle va rencontrer James qui est pas le duc, mais Lord Clarick. Oui. Et elle va finir par l'épouser en cachette parce qu'elle est enceinte. Mais avant ça, elle a rencontré en France un certain Olivier, qui lui semble être le père de l'enfant. C'est assez complexe. Hein? Mais je dirais que le roman est aussi la structure est aussi complexe que le personnage. Donc il faut vraiment s'accrocher. Et moi, ma lecture des Trois Mousquetaires remonte à très loin, très loin, très loin. Alors j'étais un peu perdu et je suis encore un peu. J'ai eu beau écouter le livre 2 fois, j'ai pris plein de notes. Mais c'est pas facile de s'y retrouver si on a un peu oublié le livre original de Dumas. Mais c'est agréable quand même, parce que ça n'arrête pas. Ça virevolte. C'est un vrai roman d'aventure, un vrai récit d'aventure. On se promène donc d'ici à là, d'une époque à l'autre. Donc, ça, c'est très vivant. Ça, c'est très réussi. Et le personnage, est-ce qu'il est comme elle le décrit dans... Elle a voulu réhabiliter, finalement, le personnage de Milady, qui était un peu effacé, je l'ai dit, dans le roman originel de Dumas. Mais il n'empêche qu'on se pose la question, est-ce qu'elle a vraiment fait ce qu'on lui reproche? Est-ce qu'elle a empoisonné un tel ou une telle? Est-ce qu'elle a tout fait pour qu'un tel ou une telle meure? Est-ce qu'elle est renégate? Est-ce qu'elle a trahi? On l'accuse de tout et de son contraire. Mais dans le roman, le lecteur se pose la question, est-ce qu'elle a fait tout ça? On dirait que d'après Clermont-Tonnerre, non, c'est comme s'il avait voulu réhabiliter vraiment le personnage et que c'était les hommes, finalement, qui s'étaient acharnés contre elle parce qu'elle se débrouille seule dans un monde d'hommes, dans un monde qui, au départ, lui est très hostile. Alors, on se demande pourquoi les mousquetaires, entre autres, ces hommes-là en veulent tant à cette femme. Pourquoi? D'Artagnan va prétendre qu'elle a empoisonné une femme qu'il a bien aimée, Constance. Encore là, on n'est pas sûr que ça s'est passé comme ça. Elle-même dit que non. Alors, on se pose toujours des questions, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Alors, là, nous sommes devant un personnage fictif, bien sûr, celui de Milady, qui demandait justice. C'est assez étonnant, comme un personnage de fiction qui veut qu'on lui rende justice des siècles plus tard. Alors, mais moi, je trouvais que l'idée est très bonne. L'idée du roman est très bonne et je comprends pourquoi on lui a donné le prix. Mais encore une fois, il faut vraiment s'accrocher. Mais si on s'accroche, c'est bon, passionnant parce que, encore là, ça n'arrête pas. Ça bouge, ça galope ici et là. C'est très agréable. C'est ça, comme un film tu sais, à chaque fois qu'on a porté à l'écran, que ce soit les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo ou tout ça, c'est évidemment, ça virevolte beaucoup. Sans dévoiler, est-ce qu'on va un petit peu comprendre, est-ce qu'on sait un peu plus à la fin du livre qui est ce personnage fictif ou pas? Ou est-ce qu'on reste un petit peu sur notre fin? C'est sûr que comme l'accent est mis sur ce personnage-là, on a ça un peu plus, mais on se demande à la fin, on l'a condamné, mais est-ce qu'on l'a condamné avec raison? Est-ce qu'on a eu raison de la condamner? Mais encore là, les juges sont tous des hommes.
Il n'y a pas de personnage féminin là-dedans qui vont condamner cette Milady. On dit Milady de Winter parce que l'un de ses maris, elle en a eu au moins 2, James de Winter, dont le frère s'appelait Percy, qui était un peu son ennemi, donc un autre parmi ses nombreux ennemis qui va vouloir la juger. Donc, cette femme, je dirais donc qu'elle s'est mariée 2 fois, mais en même temps, elle est, et c'est ça qui est étonnant, elle est d'une beauté. C'est une créature que tous décrivent comme angélique. Alors on dit, est-ce possible que dans cet ange-là se cache une démone? Parce que c'est le portrait que les hommes en font. Mais encore là... Mais c'est peut-être parce qu'elle s'est refusée à beaucoup d'entre eux. Oui, c'est vrai. Ou qu'elle a été carrément violée à l'occasion, contrainte vraiment. Mais on a tendance à prendre son parti. Moi, j'avoue que j'étais plus de son côté que celui des hommes. Parce qu'on se dit, est-ce qu'ils auraient imaginé tout ça? Est-ce qu'au fond, elle s'en tire? Elle aurait fait ce qu'on lui reproche, ou elle n'a rien fait du tout, et on l'accuse de tout, alors qu'elle ne serait pour rien dans toute cette affaire. Parce que Dieu sait que les affaires sordides se multiplient là-dedans. Est-ce qu'elle a vraiment joué un rôle négatif, ou elle a été prise dans un engrenage épouvantable, et dans le livre, dans le roman, elle meurt très jeune. Elle n'a pas 30 ans qu'on la broie littéralement, là. C'est vrai. C'est une histoire terrible, mais en même temps, c'est tellement bien fait. Merci peut-être à Madame Clermont-Tonnerre d'avoir remis les pendules à l'heure, même si c'est sur un personnage fictif, quoi. C'est un petit peu ce qu'on a. Merci Gérald. Je rappelle le titre, Je voulais vivre, et le long sous-titre, Milady n'est pas une femme qui pleure, elle est de celle qui se venge, d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. L'extrait que vous avez entendu était lu par Claire K1. C-A-H-E-N. Merci infiniment, mon ami. On se retrouve d'ici 2 semaines. Oui, au plaisir. Au plaisir. Salut. Des nouveautés maintenant, celle de Cédric Sapin-Defour, Où les étoiles tombent. Cet auteur-là est l'auteur qui s'est rendu très célèbre avec Son odeur après la pluie, un livre qu'il a consacré à un personnage qui n'est pas un personnage fictif, mais en fait c'est un animal, à son chien Hubac. Et bien ça, c'est pas la suite, mais c'est une histoire dans laquelle on va retrouver Hubac. Dans cette histoire-là, un 12 août 2022, au bout d'une vallée étincelante dans la province de Bolzano, j'imagine que c'est en Italie, un couple va s'envoler l'un à la suite de l'autre en parapente. C'est Cédric et Mathilde qui sont 2 passionnés de montagne, et ce jour-là, Cédric va revenir tout seul. Alors c'est un livre qui est découpé en scènes à suspense. On nous dit dans le résumé que ces scènes-là, on les bat comme des cartes autour du jour J, et sa chronologie dramatique. C'est un récit qui nous saisit à la gorge, c'est un hymne à l'amour, une pulsion de vie, une mémoire d'une reconstruction qui prendra plusieurs mois. Est-ce qu'elle a été sauvée? Si oui, par quel miracle? Et dans ces cas-là, Mathilde devra tout réapprendre. Alors, on ne sait pas, au moment où je vous en parle, je n'en sais pas plus. Voilà pourquoi je vous invite à découvrir Où les étoiles tombent de Cédric Sapin-Defour, dont voici un extrait. Aujourd'hui que tu es meurtri, car des 2 c'est bel et bien toi, et ce n'est finalement pas sans importance, que ferions-nous? Moi, il m'arrive de rêver que nous ne nous soyons jamais rencontrés, que tu n'es pas mal. Pour épargner les douleurs, il faut parfois ôter la joie tout entière. J-6218. Tu es venu dans ce bout de maison que je louais au Revoiret. Quel doux nom pour qui se languit des retrouvailles. Du hasard, il n'y en a nulle part. Nous avons dormi dans le même lit comme le faisaient à chaque fois les amis que nous étions. Cette pièce aux 1000 fissures était glaciale, les draps de véritables congères. Nous nous sommes frottés les pieds très fort, comme en montagne on le fait face aux gelures. Il faisait si froid dans nos vies respectives que, pour la première fois, ce frottement s'est ouvert à l'ensemble de nos corps.
Une seconde nous prîmes peur que l'amour brûlât tout le reste, mais nos éclats de rire balayèrent cette bêtise pour toujours. J-5832. Nous nous moquions assez des traditions, mais celle du mariage, nous avons dit oui. Histoire d'avoir le même nom, ne s'était-on pas dit 100 fois que nous semblions un frère et une sœur ? Dans la salle des célébrations, nous étions 4 plus l'adjoint au maire. C'était son premier mariage, et nous notre dernier. Hubac était là, témoin nu, ravi et pas tout à fait peigné. Sylvain et Romain riaient de toutes leurs dents blanches. Jacques Chirac, de son jardin, nous observait et tu avais repassé ton polo. Nous nous sommes promis les évidences, avons signé les registres, la secrétaire de mairie nous a rejoints, a applaudi et Hubac a aboyé. Dans la 306 sans ruban rose, les affaires de canyoning attendaient, ça sentait bon le néoprène, et Séville ne prenant pas le temps de sécher. Nous sommes allés sauter dans l'eau de Montmain, une bouteille attendait dans la dernière vasque, et c'était bien comme bain d'honneur. On peut sourire sans prendre à la légère, car l'air de rien, à la fin de l'article 212, l'adjoint zélé nous dit « Cet engagement l'un pour l'autre, ça va loin, au-delà des joies. Entendez les casse-coups jusqu'aux décisions finales. » Il parlait des malheurs et nous avons fait semblant de ne pas comprendre. Il voulait nous dire que c'est au mari ou à la femme que le médecin demandera si l'on s'acharne ou bien si l'on débranche. Pas à la mère, pas plus au père qu'à Saint-Bernard. On a beau ne faire qu'un, il arrive d'être seul à décider. Mais ce jour-là, les issues fâcheuses, on s'en fichait drôlement. Ces propos étaient à ce point déplacés qu'ils nous passèrent au-dessus du front. En tête, nous n'avions que l'éternité. J-3826. L'avalanche s'est déclenchée à distance raisonnable de nos traces, mais pas si loin que cela. De retour au village, un de ses habitants à longue vue nous dit « Un jour, il va vous arriver quelque chose, et vous l'aurez bien cherché. » Si la voix vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous aviez lu Son odeur après la pluie du même auteur, Cédric Sapin de Four. La voix, c'est celle de Samuel Charles. On vient de l'entendre à l'instant dans un extrait d'un autre livre de Cédric Sapin de Four qui vient de sortir. En fait, ça a été enregistré en août 2025. Voilà pourquoi j'en parle au chapitre de mes nouveautés. Ça s'appelle « Où les étoiles tombent ». On s'en va maintenant au Chili, avec un livre qui s'intitule « Même le froid tremble ». Le Chili, à l'époque, et c'est encore un peu vrai maintenant peut-être dans certaines régions, mais là je ne veux pas m'avancer, mais du moins à l'époque d'un certain Pinochet, on n'aimait pas beaucoup les femmes. Si j'ai décidé de parler de ce livre aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai été très surprise, peut-être comme vous, d'apprendre que le Chili était retourné à l'extrême droite. Quand on sait ce qu'ils ont connu, les pires horreurs et les pires sévices à l'époque de Pinochet, on se demande quoi. Et j'ai pas de réponse et je vais arrêter là. Mais c'est peut-être pour ça que quand j'ai vu dans les nouveautés ce livre de Madame Nicole M. Ortega, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'en parle. Donc c'est un pays, je vous le dis, à cette époque-là, qui n'aime pas les femmes. Et il y a 3 jeunes filles qui prennent la route pour se rendre à la fête de la Vierge Noire. Ça, c'est 1600 kilomètres au nord de la favela où elles ont grandi. On se souviendra peut-être, si vous l'avez en tête, que le Chili, c'est une large bande qui descend du nord au sud, enfin presque complètement au nord de l'Amérique du Sud et qui descend jusqu'au bout. C'est vraiment, je ne sais pas combien ça peut faire en kilomètres de largeur, mais en tout cas, c'est vraiment comme une bande. Et entre Santiago du Chili et le village d'Iquique, elles vont croiser des policiers véreux, des fantômes des victimes de Pinochet, des routiers menaçants, une dame blanche, des prostituées sorcières, des voyous généreux, un serial killer, comme disent les Français, donc un tueur en série, vous l'aurez compris, des pères en deuil et des mères qui ne pardonneront jamais. Même le froid tremble est un road trip brutal, poétique. C'est un vent de révolte punk qui souffle sur cette odyssée, nous dit le résumé, tour à tour féroce et tendre. Il s'agit du premier roman de Nicole M. Ortega, fille du Chili mais romancière
française, et c'est elle qui le lit avec cet accent qui n'appartient qu'aux hispanophones. Je retiens mon souffle et lève les yeux. Loin, derrière la montagne artificielle se dresse l'autre. La reine des Andes, drapée dans ces neiges éternelles. C'est pour elle que je fais l'ascension et dépose mes ordures au sommet. Je suis émerveillée par la magnificence de ses dimensions, la splendeur de ses formes terribles qui dessinent les barreaux de l'horizon chilien, ses couleurs indécises, son ciel pourpre où flottent les condors, attendant de voir si l'on va tomber mort de faim ou troué de balles. Je suis émerveillée par les arcs-en-ciel qui soulignent les reliefs des collines multicolores, la demi-lune qui s'efface diaphane derrière les rayons d'un soleil qui nous crame les yeux. Je suis émerveillée par les mouettes et les pélicans qui remontent les fleuves depuis le Pacifique pour planer sur les immondices. L'odeur des terres mouillées se substitue à l'odeur des merdes. Ici, même les narines apprennent à faire les tris. Avant de grimper, j'embrasse 2 fois les médaillons qui pendouillent au creux de ma gorge depuis ma première communion, même si, dès l'âge de 14 ans, j'ai décidé d'être athée et communiste. Je connais la peur et l'attrait du vide. Je sais que les mauvaises surprises abondent. Je sais m'adapter à la masse évolutive de cette montagne vivante qui semble agoniser sur place. Je connais tout de son architecture, la mauvaise circulation dans ses veines atrophiées. Nous vivons prisonniers de l'avenir écrit pour nous par la société bourgeoise. C'est une vision mélancolique, belle et tragique, comme celle du noyer, arbre ancestral qui grandit à côté. Ses branches, dures et épaisses, tombent raides comme des larmes en béton armé, fossilisées par les terribles humus, un arbre roi décidé à vivre éternellement au pied d'un tas de merde. Les châteaux malades s'est édifiés au fil des années, des restes de maisons éventrées par les pelletos municipales les jours d'expulsion. Son appétit est sans limite. Il dévore les canapés jetés au bord du fleuve qui les contourne, les matelas tachés de fluides et des gens sans scrupules qui viennent alimenter la forteresse, des couches, des carcasses de voitures, des cadavres d'animaux, des frigos vides, des téléviseurs fatigués de mentir à l'heure des infos, des vélos écrasés par des automobilistes ivres, des pneus cramés pendant les manifs, des aspirateurs, des chaises roulantes, des fœtus, des armes, les os des victimes de la dictature ou de la drogue. Sur la musique de Inti Illimani, ce livre absolument formidable qui donne froid dans le dos, d'ailleurs même le froid tremble, c'est le titre, écrit et lu par Nicole M. Ortega. J'aime bien me tourner vers les enfants, là on va y aller vers les enfants moins jeunes qui adorent cette série Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ils l'aiment tellement qu'on est rendu déjà au 6e tome et les 6 ont été enregistrés en audio, série de Ramson Riggs, lue par Benjamin Jungers entre autres, et c'est édité par Audiolib. Dans ce 6e épisode, l'Arpent du diable, les désolations de l'Arpent du diable, il est question d'un démon ressuscité, d'une armée de cauchemars, d'une dernière bataille pour la liberté. Alors que les ténèbres sont sur le point d'envahir le monde, Nord et Jacob se retrouvent à l'endroit où tout a commencé, la maison d'Abbé Portman en Floride. Après avoir échappé de justesse à un creux sanguinaire, ils parviennent à rejoindre Miss Peregrine et les enfants particuliers. Extrait. Je connais ces palmiers. Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis combien d'années? Une fois de plus, le temps me joue des tours. J'essaie de bouger, mais je peux seulement tourner la tête. Mes yeux s'arrêtent sur une table de bridge flanquée de 2 chaises pliantes.
Si je trouvais la force de me lever, je suis sûr que je verrais des lunettes de lecture sur cette table, une partie de Monopoly inachevée, une tasse de café fumant. Quelqu'un vient de partir. L'écho de ses paroles flotte encore dans l'air. « Quel genre d'oiseau ?» demande une voix de garçon. La mienne. « Un grand faucon fumeur de pipe », répond l'autre voix, rocailleuse et teintée d'un accent. Celle d'un vieil homme. « Tu me prends pour un idiot ?» répond le garçon. « Je ne penserai jamais une chose pareille. »« Mais pourquoi ces monstres te voulaient-ils du mal ?» insiste l'enfant. Dans un crissement, le vieil homme repousse sa chaise et se lève. Il va chercher quelque chose qu'il veut me montrer, affirme-t-il. Des photos. C'était il y a combien de temps? 1 minute? 1 heure? Je dois me lever, sinon il risque de s'inquiéter. Il va croire que je lui fais une farce, et il déteste ça. Un jour, pour rire, je me suis caché dans les bois. En ne me trouvant pas, il s'est mis en colère, si fort qu'il est devenu tout rouge et a crié des gros mots. Plus tard, il m'a avoué qu'il avait eu peur, mais il a refusé de me dire ce qui l'avait effrayé. Il pleut à torrents. Cet orage est une créature vivante, déchaînée. Il a déjà déchiré la moustiquaire qui claque comme un drapeau dans le vent. J'ai un problème. En me dressant sur un coude, au prix d'un effort surhumain, je remarque une étrange marque noire sur le sol. Une ligne brûlée qui dessine le contour de mon corps. Quand j'essaie de m'asseoir, des taches sombres obscurcissent ma vision. Un fracas soudain déchire mes tympans, une lumière blanche m'aveugle. Trop violent, trop proche, trop fort. On aurait dit une explosion, mais ce n'en était pas une. La foudre est tombée si près que j'ai perçu simultanément l'éclair et le tonnerre. J'ai enfin réussi à me redresser. Le cœur battant, je lève une main tremblante devant mes yeux. Elle est bizarre, trop grande. Ses doigts sont trop longs. Des poils noirs poussent sur les phalanges. Où est le garçon? Ne suis-je pas le garçon? Je n'aime pas les farces. De délicates lignes rouges encerclent le poignet. Des menottes, attachées à la rambarde d'un porche, dans la tempête. Je vois le dessus de la table. Elle est nue. Il n'y a pas de tasse de café, pas de lunettes. Il ne reviendra pas. Extrait de Miss Peregrine, qu'on n'a pas eu dans cet extrait-là malheureusement, et Les enfants particuliers. Les désolations de l'arpent du diable, c'est donc le tome 6 de cette série que l'on dit pour les jeunes adultes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui aiment beaucoup cette série-là, qui avait donné d'ailleurs un film il y a quelques années. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce balado, des livres plein les oreilles pour cette semaine. Merci Mathieu Tessier, merci Gérald Cousineau, merci Clotilde. Oh, franchement. De toute façon, elle était partie déjà. Alors, elle n'a pas entendu. Quand je dis des bêtises comme ça, je m'arrange pour qu'elle soit pas là. Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, chers amis qui aimez le livre audio comme je l'aime. Je m'appelle Clotilde Sey et je suis très heureuse de vous accompagner pour ce balado dans l'heure qui vient. Un balado qui va vous permettre de découvrir certainement des livres à lire par les oreilles. On commence avec le petit dernier d'Hakim Gagnon qui a été lu au studio Bulldog à Longueuil, les mêmes qui sont à l'origine du catalogue Nara, N-A-2-R-A, .audio. C'est là d'ailleurs que vous pouvez trouver ce petit chef-d'œuvre qui s'appelle La Dèche et qui est lu par Sophie Cadieux. C'est vraiment épatant, vous allez l'entendre. Ensuite, à cause d'un bouquin qui date de 1658, qui a été remis récemment au Brésil, j'ai eu envie de me replonger 100 ans auparavant sur Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, qui lui avait valu un Goncourt. Ensuite, une idée française qui est de faire venir des comédiens dans des écoles pour leur lire à haute voix des extraits de pièces de théâtre. A-t-on, je ne sais pas moi, du Molière par exemple en audio? Il s'avère que oui, on en a.
On va donc en écouter. À l'émission aussi, le prix Audiolib 2025, remis à l'inconnu du portrait de Camille Peretti. Et puis Gérald Cousineau a lu le Renaudot 2025, Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Et on finira avec une suggestion de bouquin tout neuf à vous glisser entre les oreilles. Alors, la dèche d'Hakim Gagnon, de quoi s'agit-il? On est à la caisse d'un Dollarama, ou du moins c'est là que le héros, Hakim, lui-même est à la caisse d'un Dollarama pour y acheter, vous savez, des bébelles, et notamment des bébelles pour l'anniversaire de sa nièce. À ce moment-là, il veut payer Hakim et là, il découvre que son compte bancaire a été saisi par Revenu Québec et c'est là que tout se gâche. Il avait des dettes accumulées. Bref, il doit casser et il doit faire faillite. Or, par chance, il y a un chèque oublié qui lui offre un ultime cadeau avant le grand reset, $2000. Alors, on pense qu'Hakim va payer ses dettes, pas en tout. Il décide de dépenser tout ça dans tous les plaisirs dont il raffole. Alors ensuite, il y a la course effrénée que vous pouvez imaginer pour trouver l'argent pour rembourser ses dettes. C'est la dèche, un formidable cri du cœur, peut-on lire sur le site de Nara, cri du cœur pour la liberté et le bonheur de créer. Et quand en plus c'est lu par Sophie Cadieux, on se régale et on écoute. Comment tu dis ça encore? Une mainmise, Monsieur Gagnon. Et tabarnak, ça fesse comme mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même définition que je viens tout juste de vous donner. Hey, Totoche, parle-moi pas de même, je veux juste comprendre. Ça va prendre le temps que ça prendra. Je peux pas apprendre un nouveau mot en 2 secondes. Une mainmise. Une mainmise. Une mainmise, c'est un beau mot. Absolument. Une mainmise, ça a de la pogne comme mot. Absolument. Une mainmise, ça doit pas venir avec des fleurs. Je me cache dans la chambre de mon frère pour avoir cette discussion téléphonique. Je ne veux surtout pas que Carl Camille ou ma belle-sœur Violette me voient être baveux de la sorte en discutant avec la caisse populaire. Carl Camille vient toutefois me rejoindre un court moment. Je lui fais signe que j'ai un appel important. J'accote le téléphone sur mon épaule, cambre ma tête afin d'effoirer ma joue dessus pour le tenir en place et libérer mes 2 mains. Avec celle-ci, je mime une pierre qui roule en tournant mes poings l'un sur l'autre. Je ne sais pas trop où je veux en venir avec ce geste, mais j'espère qu'il pourra chasser mon frère hors de sa chambre. Non, pas en tout. Il reste là, à me regarder, l'air d'attendre la suite de mon mime. Je reprends mon téléphone de la main droite et me détourne pour faire dos à Carl Camille. Il me tape sur l'épaule 3 petites fois avec le bout de ses doigts. Mon frère chuchote. « Hakim, as-tu les chandelles? » Je lui tends 4 bouts d'affaires un peu tout croche. Ce sont des retailles de bougies de ma copine Clémentine que j'ai coupées de façon très artisanale pour en faire de mini-bougies enfantines. J'ai fait ça à la va-vite, en panique, entre mon départ du Dollarama et mon arrivée ici. Clémentine va m'haïr. Ces chandelles devaient valoir une 20aine de piastres chacune. Mais bon, c'est ça qui est ça. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'essayer de maquiller 4 bougies de riches en 4 chandelles de pauvres. Une aberration, mais je me devais d'agir rapidement. Je préfère avoir une dette envers Clémentine plutôt que de causer un traumatisme à Olive. Mon frère éclate de rire en voyant les tortillons en cire d'abeille que je lui présente avec toute l'assurance du monde. Il quitte et revient aussitôt. « As-tu des ballons? » Fini le chuchotement. Je hoche la tête et sors de ma poche une seule et unique balloune. C'est le ballon que m'a donné Claude Crest lors d'une soirée où il était de passage au Bordel Comedy Club. Je fais comme si de rien n'était, comme si c'était normal que j'ai juste une balloune pour décorer la maison. Je soutiens fermement le regard de mon frère pour lui signifier que ce que je viens de lui donner est suffisant. Je suis le premier à savoir que ma contribution est minable et famélique. That's it? C'est tout? Je hoche à nouveau la tête sans hésiter et lui fais un pouce en l'air.
Je me dis que si j'ai l'air sûr de moi, peut-être il pensera que ce sont ses attentes qui sont déraisonnables. J'y vais même d'un clin d'œil pour ajouter à mon air de « ça me fait plaisir, mon vieux ». Carl Camille éclate encore de rire en quittant sa chambre. Je retourne à mon appel avec la caisse populaire, honteux de n'avoir qu'une seule crise de balloune à offrir à ma petite nièce que j'aime tant. Je n'ai pas de cadeau non plus, il va sans dire. Tout le monde me dit que ce n'est pas grave, que c'est ma présence qu'elle veut. Oui, bullshit. Si ce n'est pas grave pour elle, ce l'est pour moi. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée à être un parrain qui se présente les mains vides à l'anniversaire de sa filleule, mais c'est une version de moi qui me brise le cœur. Un enfant rit, un adulte pleure. C'est probablement un cycle équilibré. Excuse-moi, Monsieur Totoche, là, une urgence familiale. Pas de problème, Monsieur Gagnon. Ah, que j'aime ça, que j'aime l'univers d'Hakim Gagnon. Vraiment un des bons auteurs dans la littérature populaire. C'est vraiment un de ceux qui manipule la plume et l'image de façon magistrale. Peut-être, enfin, un des meilleurs, ça c'est certain. Allez, on se transporte au Brésil avec des Français. Mais oui, saviez-vous, vous, que les Français ont connu une espèce de grande aventure et mémorable aventure au Brésil? C'est un des épisodes historiques de ces deux pays qui semblent les plus méconnus. Alors, Rouge Brésil, de Jean-Christophe Ruffin, qui avait reçu en je ne sais plus quelle année, mais je sens que mon ami Mathieu va faire une recherche, le prix Goncourt. On va voir s'il écoute, il est déjà penché. Alors, raconte donc ce Rouge Brésil, l'histoire de deux enfants, Juste et Colombe, qui sont embarqués de force dans une expédition. Et ils sont là pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes. Il faut dire que quand ils vont arriver, entre autres, dans la baie de Rio, elle est encore complètement livrée à la jungle et aux Indiens cannibales. Mais oui. Alors, il y a des personnages là-dedans qui sont dignes des personnages de Cyrano ou d'Artagnan. Et puis, on assiste à une espèce de huis clos complètement dramatique de cette France des tropiques. C'est écrit dans une langue qui a été qualifiée dans le résumé de voltairienne, et c'est vrai. Et puis, tout d'un coup, ça prend la forme d'un roman d'éducation et d'amour. Alors, je ne vous raconterai pas tout, mais c'est absolument exquis. Nous allons d'abord nous transporter au tout début du livre en Normandie, le point de départ de cette virée au Brésil. L'année 1555 était en son milieu, et si l'on dépassait trop le mois de juin, les vents ne seraient plus favorables. Du plat de la main, il frappa sur la table. « Nous sommes au fait, » prononça-t-il de sa voix égale, tendue d'une froide menace, du danger des côtes où nous allons aborder. Cependant, notre décision est arrêtée. Nous appareillerons dans 8 jours pour aller fonder au Brésil une nouvelle France. Le matelot et l'Indien se redressèrent sur leurs escabelles. Un reste de rire et les images ineffables que le seul mot de Brésil mettait au fond de leurs yeux persistèrent à leur donner une mimique d'ironie qui n'était peut-être que de songe. « Nous n'avons pas de temps à perdre », ajouta sèchement l'officier. « Oui ou non, acceptez-vous l'un et l'autre de rejoindre notre expédition pour y servir d'interprète auprès des naturels ?» Le matelot, qui appréciait d'être régalé et entendait faire durer ce plaisir, tenta de ruser. « Monseigneur, susurra-t-il de sa voix d'ivrogne, je vous l'ai dit, des interprètes, vous en trouverez sur place. Cela fait 3 générations que nous autres, Normands, allons là-bas chercher ce fameux bois rouge qui donne sa couleur aux toiles des frères Gobelins. Il faut toute l'effronterie des Portugais pour affirmer avoir découvert ce pays, quand la vérité est que nous y trafiquons depuis plus longtemps qu'eux. » Comme nul ne l'interrompait, il s'enhardit. « Vous n'aurez pas abordé depuis 2 jours sur ces côtes que vous verrez accourir vers vous 20 gaillards natifs de tous les bourgs d'alentour et qui s'offriront à faire le truchement pour vous. »« Dois-je vous répéter, prononça l'officier avec lassitude, que le chevalier de Villegagnon, qui est le chef de notre expédition, ne veut rien hasarder. Nous emmenons tout ce qui est nécessaire pour fonder un établissement.
Nous voulons avoir nos propres interprètes et ne dépendre de personne. Toute l'attention de l'auberge était fixée sur le couple grotesque du frêle matelot et de l'Indien. Le marin reprit courage le premier, sans doute parce qu'il était accoutumé aux brusques changements d'amure. « Vous nous dites quand vous partez, monseigneur. Cela est beau. Mais vous devriez plutôt nous annoncer quand vous comptez retourner. » Jamais. Il s'agit de peupler une autre province pour le roi. Ceux qui s'embarquent avec nous finiront leur jour outre-océan. Nous les pourvoirons de tout à profusion, mais le mot de retour ne devra plus avoir de sens pour eux. Ils seront simplement de France, et la France sera là-bas. « Êtes-vous déjà allé dans ce pays ?» demanda le matelot, les yeux plissés de malice. « Pas encore, » concéda l'officier en mettant du défi dans son regard. « Mais j'en connais bien d'autres, en Orient. » Le marin se leva, suspendant à son étroite mâture d'os le peu de chair que la vie lui avait épargné. Il prit un air grave pour déclarer. « Moi aussi, j'ai navigué en Orient. Une plaisanterie. Nous y sommes comme chez nous. Les Amériques, c'est autre chose. 4 fois, j'ai fait ce maudit voyage, toujours vers ce Brésil dont vous parlez de faire une nouvelle France. J'ai tout connu, les fièvres, les cannibales auxquels j'ai finalement échappé par miracle. Et maintenant, ces chiens de Portugais qui nous coupent les mains et les pieds quand ils saisissent nos navires à l'abordage. Où croyez-vous que j'ai puisé la force d'endurer tout cela ? Alors voilà, si cette aventure au Brésil vous intéresse, plongez-vous vers Rouge Brésil, ce livre de Jean-Christophe Ruffin, qui a obtenu le prix Goncourt quand même en 2001. Maintenant, le prix Audiolib 2025, heureusement qu'il y a Audiolib pour consacrer des livres audio parce que ça ne se fait nulle part dans les prix littéraires et c'est quand même bien dommage, mais eux le font, bravo et merci. Cette année, ils ont célébré la sortie du livre en 2025 de L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, magnifiquement lu par Mathieu Buscato. À l'origine, il y a un jeune garçon né en Autriche en 1909 qui arrive à New York à 15 ans. Il est orphelin. Il a des secrets, son passé et un portrait de Klimt qu'il balade avec lui. Il est cireur de chaussures, il spécule à la bourse, bref, il va s'enrichir tout en cultivant un grand amour pour Lotte. Alors, le portrait, il est lié à un mystérieux tableau de Klimt qui représente qui ? Qui représente la mère du gamin, qui s'appelle Isidore. La mère s'appelle Martha, et dont le secret est un des piliers de l'intrigue. Bref, Isidore est le point de départ de cette saga familiale qui s'étend sur le XXe siècle et qui relie New York à Vienne à travers un tableau volé et des secrets profondément enfouis. Faut cracher, je te dis. Ils adorent ça. Isidore avait une manière bien à lui. Pas un long jet de salive, mais des mouvements de bouche. Il expulsait ses crachats comme autant de petites billes qui s'en allaient crever, baveuses, sur le cuir. Quelque chose de tonique, de pas dégoûtant. 2 ans qu'il était cireur et qu'il campait sa chaise, sa boîte et son bidon contre les grilles du parc de Bowling Green. Des grilles en fer forgé bien serrées, hérissées de piques. Ce n'était pas le pire des petits boulots. 10 cents pour un cirage en bonne et due forme. La plupart de ses clients étaient généreux. Certains lui donnaient même le double, ce qui faisait peut-être de lui l'un des cireurs de chaussures les mieux payés de la ville. « C'est quoi ton vrai prénom ?»« Gabriel. »« Et pourquoi tout le monde t'appelle Boba ?»« Je sais pas. » Isidore se demanda si le môme serait à la hauteur. Pour fabriquer son cirage, il mélangeait de la cire d'abeille avec des paillettes de savon, de l'essence de térébenthine et de l'eau bouillante, et un peu de jus de betterave pour que ça brille. Il n'avait donné son truc à personne. Son pote Ben, lui, faisait ça avec des peaux de banane. C'était M. Schmitt qui leur refilait les vieux chiffons. Mais pour lustrer, il fallait cracher. Rien à dire. 5 minutes par paire aux heures de pointe, avant l'ouverture et après la fermeture de la bourse, il pouvait se faire jusqu'à 10 paires de l'heure.
quand on savait qu'un bon ouvrier était payé 20 $ la semaine. Fais le calcul. Je tourne à 30 paires par jour, c'est-à-dire 3, parfois 4 $ la journée avec les seigneurs. Ça fait 18 $ par semaine, mec. Isidore se faisait un peu mousser. Mais pour un gamin comme Boba, même 16 $ par semaine aurait représenté une somme énorme. Ouais, enfin, c'est l'emplacement qui veut ça. Le secret d'Isidore, c'était d'afficher un air toujours content et enjoué, et de leur parler. Quand il souriait, ses yeux bleus brillaient d'intelligence. « Comment ça va aujourd'hui, monsieur? Comment ça va les affaires ?» Il avait une bonne frimousse, heureusement, parce qu'à 19 ans, il était vraiment trop vieux pour ce métier. Isidore n'était pas du genre à élaborer des plans. Il inventait sa vie à mesure qu'il avançait, et cette spontanéité lui avait sauvé la mise plus d'une fois. La débrouillardise, quoi. Et puis il savait encaisser des coups et repartir sans moufter. C'était pas de bol. Ses clients, les messieurs en chapeau haut de forme et pantalons à pince, pensaient la même chose. Quel gâchis qu'un gamin comme ça ne fasse pas mieux que cireur de chaussures. C'était pour l'emplacement qu'Isidore avait eu de la chance. Il s'était installé pile au moment où celui qui cirait les chaussures de Bowling Park était parti, et personne ne lui avait demandé comment il avait eu la place et s'il y avait eu un arrangement. Tous les mômes qui se lançaient dans ce métier le savaient. Les trottoirs étaient la propriété de ceux qui les gardaient. Isidore avait été élevé à la dure. Il n'avait eu droit ni aux caresses ni aux caprices. Il n'était pas de ceux qui poussaient un petit voilier sur le lac de Central Park avec des nounous enrubanés pour les surveiller. « Comment ça va aujourd'hui, monsieur? Comment ça va les affaires ?» L'homme tendit son pied à Isidore. Il n'était pas un régulier, mais portait le col blanc et la cravate à larges rayures de ceux qui travaillaient dans le secteur. Isidore se mit immédiatement à l'ouvrage. Du nerf, de l'énergie. Les banquiers de Wall Street aimaient ça. « Les affaires, c'est le beau fixe, mon garçon. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous avez du RCA? »« Bah oui, mon garçon, mais oui. Tu t'intéresses aux innovations technologiques? »« Je m'intéresse à tout, monsieur. » Boba regarda Isidore avec des yeux de merlan frit. Il n'avait aucune idée de ce que c'était le RCA, alors que c'était la crème de la crème. Certains disaient qu'un jour, on pourrait mettre des postes de radio dans les voitures. Et tous les clients d'Isidore en avaient acheté. Du RCA et du Coca-Cola. Parce qu'avec la prohibition de l'alcool, l'action Coca avait pris 25% en un mois. Est-ce que Boba pourrait le remplacer? Il faudrait bien. De toute façon, Isidore ne voulait plus être cireur, c'était décidé. À cause de Lot. C'est vraiment un livre délicieux, charmant, L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, qui a gagné, je vous le rappelle, le prix Audiolib 2025, lu par Mathieu Bouscato. Vous trouvez ça très facilement sur le site de Audiolib. Ça n'a rien à voir avec Audible, c'est Audiolib, c'est français. Audible, c'est américain. Voilà. Il semblerait que dans le cadre du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui a eu lieu en 2025, une société, un bureau une société culturelle, voilà, je dirais, a organisé une rencontre le 28 novembre dernier intitulée « La lecture de théâtre à voix haute dans les classes ». Ah, et là, ils ont fait une expérience, ils ont amené des comédiens à aller dans des classes un petit peu partout en France pour leur faire de la lecture, mais non pas de livres, mais de pièces de théâtre. Je me dis, mais voyons donc, mais est-ce que j'ai déjà diffusé, moi, ici, des pièces de théâtre en livre audio depuis 11 ans que j'anime ce balado? Je ne me souviens plus, mais je ne pense pas. Je me suis dit, évidemment, quand je pense théâtre, je pense classique. Quand je pense classique, je pense Molière. Ai-je déjà diffusé du Molière? Non. Eh bien, ce sera chose faite. Voici 3 extraits parmi les pièces les plus célèbres de M. Poquelin. Le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme et les fourberies de Scapin. Mon lavement d'aujourd'hui est-il bien opéré? Votre lavement? Oui. Ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Florent-là et ce monsieur Purgon s'égaient bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante.
Je n'ai pas, j'avoue, à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Attendez. Donnez-moi mon bâton, vite. Je vais revenir tout à l'heure. Allez vite, monsieur, allez. Monsieur Florent nous donne des affaires. Voyez préparé. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous sied à merveille. Laquais, Olympe et de laquais. Que voulez-vous, monsieur? Rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrées? Elles sont magnifiques. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Oh, il est galant. Laquais? Monsieur. L'autre laquais? Monsieur. Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Oh, attendez, je crois que je serai mieux sans robe. Non, redonnez-la-moi, cela ira mieux. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fût plus habile ouvrier de ressort et d'intrigue, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui, elle en usa fort mal avec moi. Et je me défitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. C'est agréable, hein? Oui, c'est agréable. Bon, ça n'a pas été fait hier ou avant-hier. Il y a quelques voix que vous avez peut-être reconnues si vous êtes de ma génération et que vous alliez au cinéma à l'époque, mais les voix de François Périer à l'instant, Bernard Blier, le père de Bertrand Blier, le cinéaste, et puis un certain Louis de Funès aussi, qui était là-dedans. C'est très bref, par exemple, au tout début du Bourgeois gentilhomme. Écoutez, résumer la vie, oui, de Molière, c'est absolument impossible en quelques secondes, mais si sa vie, son œuvre vous intéresse en livre audio, on peut trouver notamment Mon cher Molière en audio ou encore Aimer Molière qu'on retrouve sur le catalogue d'Audible très facilement pour la version commerciale, et j'imagine que en version accessible, il y a également des livres sur la vie de monsieur Jean-Baptiste Poquelin, qui fut un grand amoureux, notamment de sa maîtresse pendant une très grande partie de sa vie, qui s'appelait Madeleine Béjart. Il y a un roman qui est né de cet amour-là, ça s'appelle L'amante de Molière, de Christiane Duquette. C'est lu par Nina Bochler. On va manquer un petit peu de temps, mais en voici un petit extrait de L'amante de Molière.
Prologue. Molière referma avec précaution la lourde porte qui le séparait de la morte, craignant que le bruit n'éveille en lui l'atroce douleur qui allait le submerger. S'adossant à la tapisserie de l'antichambre, il se sentit emporté par un terrible vertige et se laissa choir, pantois, sur le froid parquet. La mort de sa douce amie était si soudaine. « Madeleine !» cria-t-il, frappant de son poing la cloison. Il avait toujours cru qu'elle lui survivrait, tant elle était débordante de vie. Il n'avait que 20 ans lorsqu'il tomba amoureux de cette talentueuse comédienne à la flamboyante chevelure rousse. Dès leur première rencontre, Madeleine l'avait charmé par sa hardiesse, son esprit libre et une sensualité à fleur de peau qui, tel un parfum envoûtant, émanait d'elle. Il y avait de cela plus de 30 ans. Saisi d'une insupportable quinte de toux, Molière serra fermement l'épais cahier que Madeleine venait de lui confier avant de mourir. Ça s'appelle L'amante de Molière de Christiane Duquette, lu par Nina Bossler. C'est sorti au mois d'août 2025, donc c'est relativement récent. Et voilà pour Molière, pour aujourd'hui. Nous allons passer à Gérald Cousineau, qui lui a lu, certainement plusieurs fois, il va nous le dire, « Je voulais vivre, Milady n'est pas une femme qui pleure, elle est de celles qui se vengent ». Vous écoutez Clotilde Sey.